Waouh, il y a du monde. Salut Mr. Fox, ça va? Ok, alors on va commencer par une question assez simple, relativement simple. Qui parmi vous connaît ce que je fais? Qui parmi vous ne connaît pas ce que je fais? Oh putain, il y a du monde qui connaît ce que je fais, ça fait plaisir. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, qui se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc, merde, j'ai pas grand chose à aller voir, je suis à la Néocast, je vais prendre un ticket au hasard et puis on va voir ce que ça va donner, c'est pas grave. Alors donc je m'appelle Thomas Martin, mon pseudo c'est Gorkab, je fais une émission sur les origines de l'image de synthèse au cinéma, c'est-à-dire qu'en fait je me suis dit à un moment donné, il y a 11 ans, ouais, 10-11 ans, je me suis demandé, mais merde, on a tous ces super films avec tellement d'effets spéciaux, faits par ordinateur, ce genre de choses. Mais en fait, ça a commencé où? Parce que tout le monde nous sort à chaque fois, ouais, c'est Tron, le premier film avec de l'image de synthèse. Bah non, en fait, non. Et je me suis dit, je vais faire une petite liste, allez, je vais voir ce que ça va donner, qu'est-ce que c'est que ce truc éventuellement. Et il s'avère que quand je suis entré en fac d'anglais, donc ça remonte loin, pareil, j'étais en 2005, j'avais des cours de cinéma. J'avais des cours de cinéma et le prof nous demandait très logiquement de faire un devoir. Un devoir sur ce qu'on voulait, littéralement. On avait 3 tonnes de projets différents possibles et imaginables et je m'étais dit, autant utiliser cette liste qui ne me sert à rien, mis à part pour ma connaissance personnelle. Je vais faire un petit projet, je vais mettre des scènes de films bout à bout, littéralement c'était ça, et puis je vais rendre un dossier avec marqué dessus des choses genre, sur ce film-là, c'est telle compagnie qui a fait tel effet spéciaux, sur ce film-là, c'est ça. Et puis mon prof, très logiquement, m'avait dit, c'est bien de faire mettre 3 tonnes de scènes de films bout à bout, mais il faut expliquer. Il faut expliquer d'où ça vient, pourquoi ça a été fait d'une telle manière, de cette sorte particulière. Et l'idée a fait son bout de chemin dans ma tête, comme quoi les profs ça sert à quelque chose, des fois ça sert à quelque chose. Et le projet a continué. Je voulais faire en fait un double documentaire de 2 heures à l'origine, sauf que c'est bien beau de vouloir faire les choses, mais si on n'a pas les connaissances, surtout les contacts, ça ne sert à rien de faire grand chose parce que personne ne vous regardera jamais. Du coup, en 2013, après avoir fini mon stage en communication, en agence de communication, je me suis dit, je vais lancer le projet. Et je me suis inspiré d'un ami qui s'appelle Durandal, que vous connaissez certainement tous ici, j'imagine, depuis le temps, avec qui j'ai fait des sagas MP3 depuis 2005, Banal Fantasy, ce genre de choses, où il avait joué dans mes propres sagas MP3. J'avais de l'expérience dans ce domaine-là. Je me suis dit, je vais vous présenter une émission sous forme de une émission, un film. Et au final, je me suis lancé là-dedans. Bon, le premier épisode est ce qu'il est maintenant aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué depuis tout ce temps-là. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont aidé au fur et à mesure. J'ai eu le Dr Loki qui m'a mis en avant dans une petite vidéo qui s'appelait Get Ivoire à l'époque. Oui, Loki, tu es beau, tu es derrière, tu es magnifique. Ah, ça remonte loin, n'est-ce pas? Mais Monsieur Loki m'a aidé à passer les premiers 1000 abonnés. C'est grâce à lui que j'ai passé les 1000 abonnés à l'époque et je le remercie encore énormément. Parce qu'après, une fois qu'on a passé ce cap-là des 1000 abonnés, parce que beaucoup n'ont pas encore 100 abonnés, si vous avez des chaînes parmi vous de YouTube, c'est très difficile de démarrer et surtout de se faire repérer par d'autres personnes. Une fois que c'est fait, que vous avez un gros youtubeur qui vous a repéré, généralement c'est le conte de fées, vous dépassez les 10 000, les 50 000, les 100 000, et puis après vous êtes invité dans des conventions, vous faites le Zénith de Strasbourg, ce genre de choses. Mais c'est très difficile. Et ce que j'ai choisi moi, c'est encore plus difficile parce que c'est très technique. Donc le problème d'être très technique, c'est que j'ai pas mal d'informations qui me viennent directement des personnes que j'interviewe pour les films que je présente. Je prends l'exemple du film Labyrinthe, avec malheureusement feu David Bowie pour le coup. Il y a une scène en fait au tout début du film qui est avec une chouette en image de synthèse qui est de 86, c'est le premier animal en image de synthèse. J'ai interviewé la personne les 2 créateurs de cette chouette, et surtout j'en ai eu un qui s'est filmé, donc c'était pratique pour pouvoir montrer directement comment ça a été fait à l'époque. Après une reconstitution faite par un infographiste qui travaille avec moi, qui a fait de belles choses. Mais pour respecter le travail de ces personnes qui ont donné tellement au cinéma pour juste faire quelques secondes d'image numérique dans les années 80, j'ai pas envie de dévaluer au point de dire ce serait une émission Game One par exemple. Donc je suis extrêmement technique et ça peut perdre certaines personnes malheureusement de temps en temps, mais la magie d'internet fait qu'on peut regarder
indéfiniment les vidéos, et si on n'a pas compris, on peut revenir en arrière, revoir les épisodes, ce genre de choses. Et ce que généralement, ce que les gens me disent, justement, qu'ils font. Ils regardent l'épisode, ils ne comprennent pas forcément, mais ils vont se renseigner ailleurs. Ça va leur donner envie de se renseigner ailleurs et voir par eux-mêmes ce qui se passe. Parce que je suis une voix, mais il y en a peut-être trop d'autres qui disent différemment pour le coup. Pour le truc aujourd'hui, en fait, ce que j'avais marqué juste, CGM, les origines de l'image de synthèse au cinéma, je vais vous parler d'une difficulté que j'ai actuellement sur cet épisode 15, donc j'ai appelé French Movies, parce que je vais parler de 2 films français que personne ici, j'en suis certain, ne connaît. Un qui s'appelle L'Unique, qui est réalisé par Jérôme Diamant-Berger, que personne ne connaît non plus. J'ai obtenu le film grâce à lui. C'est lui qui m'a passé le film, sinon c'est en VOD. Le film n'est jamais sorti en DVD ni quoi que ce soit, donc c'est très difficile de l'avoir. Le second s'appelle Terminus. Terminus est un film franco-allemand, c'est un Mad Max franco-allemand, avec Johnny Hallyday, peroxydé dans le rôle titre, qui conduit un camion. Avec une intelligence artificielle, avec des lèvres faites comme si c'était des vraies lèvres, avec du rouge et du bleu. Quelque chose de très, très étrange à voir. Ce film n'est pas dispo nulle part. La seule façon de l'avoir légalement, je précise bien parce que je vais en dire après pourquoi je l'ai en demi qualité, la seule façon de l'avoir légalement, c'est une version en DVD allemand, avec le format vidéo 4 tiers, donc ça c'est du 7/9, donc vous avez les vieilles télé carrées entre guillemets, uniquement en allemand, sans sous-titres, et c'est la version courte. Donc à un moment donné, je m'étais dit je vais faire l'épisode avec genre, j'ai une source diffusée sur Sci-Fi, un vieux DivX, littéralement genre un DivX de 1 CD 700 mégaoctets, jusqu'à ce que on me trouve une version HD. Ce film est disponible en version HD, diffusé sur une chaîne que je ne recommanderais à personne, qui s'appelle Action HD, qui diffuse des nanars toute la journée. Et ce film, les droits de ce film appartiennent à Studio Canal. Donc niveau des strikes YouTube, j'espère que je ne vais pas me faire striker, parce que Studio Canal, ils sont vraiment, vraiment très méchants sur YouTube. Monsieur Mr. Fox ici pourra vous le dire, pour le nombre d'extraits qu'il a fait avec les guignols de l'info. C'était mortel. Et donc, je dois parler, si je parle de Terminus, je dois absolument parler d'un chanteur qui s'appelle Johnny Hallyday. Sauf que j'en ai rien à foutre de Johnny Hallyday. J'en ai littéralement, mais alors, rien à battre. Malheureusement, je fais un travail journalistique, donc il faut que je m'intéresse à ce que je dis. Donc, j'ai dû me taper 4 concerts de Johnny Hallyday. 82, 84, 87, 93. J'ai acheté un laserdisc de Johnny Hallyday. Laserdisc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre du DVD avec des disques façon vinyle de 30 cm de diamètre, où on devait, pour voir le film, il fallait changer de face, parce que les faces de chaque disque faisaient 1 heure. Donc si vous avez un film comme Starship Troopers qui faisait 2h05, vous aviez 2 disques. Vous deviez vous lever de votre canapé pour une fois changer le disque de face, et vous relever de votre canapé pour changer de disque. Parce que c'était pas possible. Il y a eu des lecteurs qui faisaient double face, où la lentille avec un système de moteur faisait tout le tour du lecteur pour se remettre en dessous ou au-dessus, pour lire la seconde partie du disque. Mais bon, vu le prix des lecteurs à l'époque, dans les années 90, 2000 francs minimum, avec l'inflation je ne vous dis même pas le prix, et les disques qui valaient 500 francs minimum, avec l'inflation ça fait 100 € des poussières, pour juste un film. Alors qu'aujourd'hui on a des trucs à 3 €, 5 €, des trucs comme ça. Enfin, vous allez à Crash Converters, vous pouvez trouver toute une vidéothèque pour 1 €, même pas, que dalle. Enfin, vous pouvez avoir de la culture cinématographique pour que dalle aujourd'hui, alors qu'à l'époque, pour avoir la culture cinématographique, la seule façon de le faire, c'était le vidéoclub. Parce que Internet à l'époque, allez-y quoi. Pour vous donner une idée, la première fois que j'ai vu un film, un screener, c'était l'épisode 1 de Star Wars, enregistré dans un cinéma aux US, et c'était en 99. Enregistré sur une copie sur une cassette vidéo. Je l'ai vu avant sa sortie en 99 sur une cassette vidéo. Et j'ai trouvé déjà que ce film était pourri à l'époque. Donc ça ne changera pas pour le coup. Et donc, j'ai dû aussi me taper 2 films de Johnny. Un qui s'appelle Détective, réalisé par monsieur Jean-Luc Godard, avec Nathalie Baye, qui est sa compagne de l'époque. C'est important pour ce qui va se passer ensuite. Et l'autre, c'est un film de Costa Gavras qui s'appelle Conseil de famille, avec Fanny Ardant et Guy Marchand dedans, qui est un peu mieux déjà. Mais c'est chiant. Enfin, Johnny Hallyday est pas mauvais en tant qu'acteur, ça va, mais c'est chiant à regarder juste pour préparer une émission sur Johnny Hallyday.
Et je me suis dit, j'ai pas trop envie non plus de me mettre dedans. Donc j'avais un ami qui me tannait, mais littéralement, pendant un an, on m'a dit, je veux être dans CGM. Mec, tu me fais chier. Je veux être dans CGM. Mec, tu me fais chier. Ah mais attends, tu es fan de Johnny, toi? Oui. Tu vas m'écrire un texte sur Johnny. C'est bien les amis, ça peut vous servir, je vous jure que c'est génial. Et donc, on a tourné un truc il y a 3 semaines. Oula, qu'est-ce qui se passe à côté, je ne sais pas, mais c'est... Ouais, c'est bizarre. On a tourné un truc il y a 3 semaines à la BNF, donc la Bibliothèque François Mitterrand à Paris, un samedi à 10h du matin. C'était le seul jour où il ne pleuvait pas. Mais on a dû tous se lever très tôt, c'était difficile. Et j'avais demandé, il me fallait un caméo à la con, littéralement l'idée du caméo à la con. Donc j'ai demandé à Dave, l'histoire brève, ou de What the Cut, selon ce que vous voulez maintenant, pour le coup, d'apparaître. Bon, il est arrivé avec 1 heure de retard, ce con, mais on a fait plein de conneries. Donc le mieux, c'est que je vous montre un peu ce qu'on a tourné. Alors, soyez indulgents, c'est un work in progress, il n'y a pas une seule image d'illustration quand il y a la voix off. Donc vous aurez marqué work in progress, il n'y a pas d'étalonnage, il y a au moins le son qui est fait. Il y a eu notamment le micro qui n'est plus de batterie à un moment donné quand on marche. Donc j'ai foutu du son, je me suis enregistré en train de dire juste un mot, et ça passera. Et regardez bien cet écran, je ne sais pas si vous pouvez tous le voir d'ici, ça va être délicat, remarquez les maths, donc ça devrait le faire éventuellement. Ou alors levez-vous, je sais pas, mettez les gens sur vos épaules, j'en sais rien. Allez-y. Et j'espère surtout que ça va être bon au niveau du son, parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Alors, on va voir ce que ça donne. Putain de merde, il cache sa race ici, il fait chier. Ah, merci mec, sérieux, ça fait plaisir. Pas de problème, mec. Eh mais c'est Dave! Mais on se connaît, t'es con quoi? Vous êtes fan de Johnny, vous? Non, pas du tout. La première moitié des années 80 est un peu en dents de scie pour Johnny Hallyday. Ses albums ne se vendent plus aussi bien qu'avant et les salles de concert ne sont plus forcément pleines tous les soirs. C'est Michel Berger et Jean-Jacques Goldman qui redonneront un coup de boost à sa carrière en lui écrivant respectivement les albums Rock'n'Roll Attitude en 85 et Gang en 86, qui contiennent une bonne quantité de tubes qui restent encore aujourd'hui des indétrônables dans son répertoire. C'est aussi conséquemment à cette période qu'il commencera réellement à obtenir le statut de chanteur culte qu'il a aujourd'hui, statut qu'il assoira définitivement après le concert au Parc des Princes en 93 qu'il donnait pour fêter ses 50 ans. Et ils ont même sorti le concert en laserdisc. Avec des putains de disques dorés, mec. C'est dingue. Mais en dehors de la musique, autre chose l'a aidé à rebondir au milieu des années 80, le cinéma. Après divers rôles essentiellement de chanteur dans quelques films des années 60, Jean-Luc Godard lui propose l'un des rôles principaux de son prochain film, Détective, aux côtés de Claude Brasseur et Nathalie Baye, sa compagne d'alors. Si ce film n'est pas considéré comme le chef-d'œuvre absolu du réalisateur, les critiques sont néanmoins quasi unanimes, Hallyday se défend bien et son interprétation est appréciée. S'ensuit en 85 Conseil de famille, long métrage d'un autre grand réalisateur, Costa Gavras, avec Guy Marchand et Fanny Ardant. Puis en 87 sort Terminus de Pierre William Glenn, un flop total. Mais chut! Bah quoi? Mais c'est mon texte ça! Ah ouais. La présence de Hallyday au casting de ce film reste encore sujet à discussion, mais globalement les raisons sont simples car il en existe au moins deux. La première, c'est que le scénario lui a été vendu comme une sorte de Mad Max à la française, et Hallyday était très fan de la franchise, ou du moins des 2 premiers films. Il l'a d'ailleurs clairement démontré dans la mise en scène de sa tournée en 82, avec une ambiance très post-apo leur rendant hommage. C'est un élément qui a pas mal joué dans la balance, inutile de préciser qu'il a été très déçu par le tournage et par le déroulement final de l'histoire. Tony Frank, le photographe des stars qui l'accompagnait, disait même « Tout était fait avec des bouts de ficelle. On a frôlé des accidents graves avec les cascadeurs, cela a traîné en longueur, Johnny s'est fait berner. On pensait qu'il y aurait plus d'effets spéciaux, et puis l'histoire était faiblarde. » L'autre explication qui revient bien plus souvent est tout bêtement d'ordre sentimental. L'interprète de Que je t'aime y a vu une bonne occasion pour s'éloigner quelque temps de Nathalie Baye, le couple étant à ce moment-là en train de battre de l'aile. Il se confiera d'ailleurs plus tard « Terminus, j'accepte de le faire pour fuir Paris, pour être loin de Nathalie. Nous devons tourner en Hongrie, ça me va très bien. Quand rien ne va plus sentimentalement, un seul remède, travailler comme une brute pour oublier. » En définitive, Johnny Hallyday dans Terminus, ça se résume à un espoir déçu couplé à un amour qui s'effrite. Comme quoi la vie, c'est vraiment de la merde. Il est vachement intéressant en fait, lui. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je suis Dave. Je m'en vais. Et
Chez WAM. Bah merci mec, mais t'es sûr que t'es pas fan de Johnny? Non, pas du tout. Ok, je vais y aller. Je vais y aller. Putain, mais qu'est-ce qu'il nous voulait ce mec là? Je sais pas, il était bizarre. Ah, c'est pas celui qui faisait une parodie d'FF6? Ah si, Durandal. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que j'ai pu monter parce que j'ai un travail alimentaire depuis janvier, donc pour monter des choses, c'est très délicat, très très difficile. Mais entre-temps, en l'espace de 4 mois, j'ai réussi à faire une dizaine d'interviews en tout sur les deux films, donc l'Unique et sur Terminus. Et j'ai été au CNC, qui est pas loin de chez moi, juste pour trouver un mec qui avait fait un modèle 3D d'Anémone en 83, à partir de photos. Je trouve de malade mental, surtout qu'Anémone a refusé le tournage parce qu'elle était enceinte, donc ils ont dû tout jeter à la poubelle, pour rien. C'était bien. Je suis allé à un truc qui s'appelle France Brevet à Paris, qui en fait est un truc fait par l'État pour défendre les petites PME contre les grandes multinationales qui font méchant. Alors le film est pourri, Terminus, hein, mais l'image de synthèse dedans est très très belle pour 87. Faut être indulgent quand même maintenant. J'ai eu beaucoup de monde, notamment une personne qui s'appelle Christian Guillon qui bosse encore aujourd'hui sur des films à ses côtés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un film qui s'appelle Saison, qui est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps, qui est, je crois que c'est, comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus le nom du réalisateur, c'est génial. Mais il a fait Microcosmos en partie, il a fait Océan, il a fait beaucoup de choses avant. Et donc cette personne a bossé dessus, il a bossé sur aussi Les Mille et Une Nuits avec Gérard Jugnot dans les années 90, où Gérard Jugnot est un génie qui doit conseiller Thierry Lhermitte, qui est le grand vizir, avec... comment elle s'appelle déjà la femme de... Catherine Zeta-Jones, qui est à poil dans le film aussi, pareil, qui est redoublée dans le film. Hey, Mr. Fox, ça te fait plaisir ça? Elle est entièrement redoublée dans le film, et il n'y a pas de VO, donc on n'entendra jamais sa voix. Pour le coup. Et il y a eu beaucoup d'interviews, beaucoup de choses à dérocher, et je n'ai encore pas du tout pu commencer. Et j'appréhende juste de commencer parce que ça va être un très très long montage. Mais j'espère que ça va vous plaire, pour le coup, parce que il y aura beaucoup plus de gens que dans l'épisode Star Wars, où j'ai eu déjà pas mal de monde à distance. Donc j'espère que ça vous plaira à ce moment-là, pour le coup. Quelle heure il est 52, merde. Il me reste beaucoup trop de temps. Est-ce que vous avez des questions? Éventuellement. Mais attendez, est-ce que j'ai de quoi prendre le micro aussi loin que ça? Ça va être délicat. Merde, il n'y a pas assez de micro. Mon ami, tu peux t'avancer. Tu peux le faire. Allez. Ça va le faire. Question, pourquoi les laserdiscs? Parce que dans ta chronique, tu dis toujours que tu utilises que des laserdiscs. Je me demandais pourquoi. Ah, parce que c'est très chiant comme truc. Tu dois retourner, l'image n'est pas top en plus. C'est ça. Pourquoi? Alors, pourquoi le laserdisc? Parce que, comme tous les formats vidéo qui sont sortis au bout des 40 ans de formats vidéo divers et variés, DVD, VHS, Betamax, V2000, CED, Blu-ray, HD DVD, pour le coup. Alors pourquoi laserdisc? Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont en laserdisc que j'ai récupérées qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Littéralement, c'est la seule façon d'avoir ces images-là, c'est d'avoir un foutu lecteur de laserdisc. J'ai un lecteur qui fait double face, c'est-à-dire que la lentille se déplace sur un moteur et lit la seconde face, donc ça met 20 minutes entre chaque, 20 secondes entre chaque changement de face. 20 minutes, ce serait très très long pour le coup. En fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au laserdisc à partir de l'épisode 8 de CGM, quand en fait je parle de film 2010 avec la planète Jupiter entièrement générée en image de synthèse, c'est-à-dire qu'ils avaient créé un programme pour déplacer une texture qui se mouvoie au niveau des nuages à la surface de Jupiter. Et la seule façon d'avoir en fait les deux personnes qui avaient bossé là-dessus à l'époque, c'était sur un laserdisc qui s'appelle CGI NSFX, que la personne que j'avais interviewée sur le sujet m'avait passé le segment, et plus tard j'ai réussi à me l'acheter, entièrement le numériser pour l'avoir directement dedans. Pour comment s'appelle l'épisode de Star Wars, quand je parle du X-Wing, le premier X-Wing en image de synthèse qui date de 78, donc bien avant Tron, 4 ans avant Tron, la seule façon d'avoir en bonne qualité, c'est en fait avec ce même laserdisc où dedans tu as la séquence complète, qui d'ailleurs est compressée, c'est du 4 tiers mais c'est compressé
C'est une image en 2.35, donc c'est ça c'est du 16/9, on va dire que c'est du 21/9 normalement. Donc j'ai juste dû à faire du 4 tiers, à le squeezer comme ça pour que ça fasse l'image originale. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties en Blu-ray, il y a beaucoup de choses qui sont sorties en DVD, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore coincées sur Laserdisc. Genre Lensman, un animé japonais dont je parle dans l'épisode 9, actuellement il n'est que en Laserdisc. La seule façon de l'avoir, c'est qu'en Laserdisc. Bon, après, la seule façon légale, bien entendu. Je dis ça pour les gens qui, bien sûr, téléchargent illégalement ici. Ouh. Mais ouais, ce genre de choses. Ensuite, personne ne se dit. Les gens sont silencieux. Ouh. Tu vas devoir t'avancer, mon ami. Tu vas devoir avancer ici et prendre le micro. Ou l'arracher des mains, peut-être. Bonjour. Déjà, félicitations pour ton travail. Merci beaucoup. Selon toi, quel est le pire film qui a les effets spéciaux les plus mauvais malgré un budget assez conséquent, assez énorme? Alors, tu as une période en particulier ou dans le genre de tout ce que j'ai pu voir de toute ma vie? Par rapport à l'image de synthèse. Par rapport à l'image de synthèse. C'est délicat parce qu'en fait l'image de synthèse vieillit très mal. Genre j'ai vu le livre de la jungle il y a 3 jours. C'est un film qui est aujourd'hui très joli, qui va extrêmement mal vieillir dans quelques années. On va le revoir, on va se dire aïe, 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 aïe. Aujourd'hui il est très beau. En tout cas, les loups sont très beaux, le tigre charcal est très beau. Bon, je l'ai vu en VF aussi, ça va peut-être un peu casser tout le truc, parce que en VO il doit être super. Non, c'est ça, ouais. Je te dirais, dans les films récents que j'ai vus, je te dirais The Thing, le remake de 2011. À la base, il devait faire les effets en pratique. Ça devait être fait par Amalgamated Inc., qui a notamment bossé sur un nombre incalculable de films avec des trucs juste magnifiques. Genre, oui, Loki est en train de devenir fou derrière, il est content pour le coup. Ça devait être fait en physique, et puis au tout dernier moment, tu as les producteurs qui ont dit bah non, on jette tout ça, on fait de la synthèse. Et la synthèse n'est pas finie. En fait, il y a beaucoup de films comme ça qui sortent, on se dit c'est moche, mais en fait c'est simple parce que les mecs n'ont pas eu le temps nécessaire à finir les images. Je pense au Roi Scorpion. Ah, vous connaissez tous le Roi Scorpion. Hein. Vous avez vu plein de vidéos disant ah, regardez, le top 10 des images les plus moches. Mais pourquoi elles sont moches? Parce qu'en fait, les mecs n'ont pas eu le temps de finir. Et le film est parti comme ça. Donc The Rock est très moche. Qu'est-ce que tu dis, toi, Loki? C'est la momie? C'est sûr? Ah, c'est le Roi Scorpion dans la momie 2, c'est ça? Ok. En même temps, j'ai pas vu le Roi Scorpion, et la momie 2, je m'en souviens très lointain, c'est pas un bon souvenir, quelque part. Donc ouais, je te dirais vraiment que c'est The Thing parce que t'as des visages humains rajoutés sur de la synthèse à la toute fin du film, une espèce de créature bizarroïde. Je spoil le film pour les gens qui n'ont pas vu, mais en même temps c'est de la merde, donc c'est pas grave, on va dire pour le coup. La seule bonne chose dans ce film, c'est la scène de fin qui en fait qui mime la scène de début de l'original, si on peut dire l'original, vu que c'est un remake de John Carpenter, où en fait le husky s'en va et est poursuivi par les... Je me gourre peut-être les Finlandais ou les Suédois, je sais plus. Scandinave, norvégien, putain je suis complètement à côté de la plaque, d'accord. Qui le poursuivent en hélicoptère, qui reprend la scène de tout début de The Thing où tu as la même chose avec le husky qui va dans la base et qui se fait recueillir par... Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, The Thing, 2011, clairement. Avatar rend très bien encore aujourd'hui, il a 7 ans cette année. Enfin pour certains trucs, hein, d'autres ça commence à un peu piquer, mais ça rend plutôt pas mal en comparaison. Ça dépend du réalisateur en fait. Le réalisateur, s'il est initié à toutes ces images techniques numériques, s'il sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, il va faire des compromis en comparaison. James Cameron est quelqu'un d'extrêmement doué là-dessus. Bon, après, il peut se faire conseiller, genre le T-1000, il voulait qu'il soit absolument entièrement réfléchissant et qu'on voit tout autour de lui. Dennis Muren le dit non, tu vas un petit peu le mettre un peu moins. Voilà, là comme ça c'est joli. Mais sinon, il aurait fait entièrement chromer un truc de malade mental. Un peu comme ce magnifique film avec Jean-Claude Van Damme, Time Cop. Ah, Time Cop. C'est beau. Hein. Tu l'as vu il y a pas longtemps? En HD, il fait mal. Il fait très mal. Non, en plus, c'est un réalisateur qui a fait... C'est le réalisateur de 2010 qui a fait ce film, en plus de ça. Donc, les années 90 ont été très mauvaises pour lui. Très mauvaises. Voilà. Rapproche-toi, mon ami. Tu peux le faire, tu peux m'arracher ce micro des mains, tu peux le faire. Ouh.
Alors ma question c'est pourquoi le film a été vachement trashé là-dessus. Moi je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec les gens qui le trashent. Pourquoi Jurassic World, les effets spéciaux sont si moches? Alors, tu peux le voir en fait dans les bandes annonces, d'une bande annonce à l'autre. Bon, je pense que vous avez tous vu Jurassic World ici, ou alors non. Ou alors vous avez réussi à y échapper. Ou pas? Dites-moi que vous avez réussi à y échapper. Ok. De quoi? C'est un choix, c'est un très bon choix. C'est très bien. D'ailleurs, Colin Trevorrow dit qu'il veut filmer l'épisode 9 de Star Wars dans l'espace. Le vrai espace. J'aimerais juste comprendre en fait. Parce que encore, Gravity, on dirait que c'est dans l'espace, mais c'est voilà, c'est tourné sur Terre, c'est très bien fait, et que de la synthèse quasiment, mais pourquoi dans l'espace, le vrai espace? Surtout balancer des acteurs dans l'espace. Ils veulent tuer, ils veulent peut-être tuer Rey et défoncer la seule héroïne potable dans Star Wars actuellement. C'est peut-être ça en fait, je sais pas. Alors, en fait, ça revient un peu sur ce que je disais sur The Thing. Bah, en fait, ils ont fait les effets spéciaux au fur et à mesure. Tu vois la première bande-annonce, tu vois des gens qui courent. Tu dis, mais pourquoi ils courent? Seconde bande-annonce, ah bah ils ont rajouté des ptérodactyles qui tuent les gens. Pareil, il suffit de comparer ainsi l'enclos, on peut dire l'enclos, l'espèce d'aquarium avec le dinosaure. Comment il s'appelle ce dinosaure qui... C'est un mosasaure? Ok. Bah, l'enclos est complètement différent entre la première bande-annonce et la seconde bande-annonce. Il a vraiment entièrement changé. Il y a plein de choses qui ont bougé et on se dit, mais attendez les mecs, en fait vous avez balancé une bande-annonce pour faire du test, pour voir un peu si l'audience réagissait bien ou pas bien. Et donc du coup je pense qu'ils ont changé du jour au lendemain plein de choses. Enfin les Raptors je les trouve extrêmement moches personnellement par exemple. Et bon après il y a toujours des parodies qui ont été faites avec divers zoos dans le monde entier, genre de choses. Mais la seule chose qui moi m'a fait plaisir dans le film, c'est juste le sol animatronique. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un animatronique pour ceux qui ne savent pas. C'est littéralement un robot qui a généralement un max que de latex par-dessus et qui fait un peu ce que maintenant on fait tous en image de synthèse aujourd'hui. Genre, par exemple, un exemple récent d'animatronique. J'entends pas ce que tu dis, mon ami. Oh mon Dieu. T'as pas un meilleur exemple qui fasse moins tâche? On va dire labyrinthe. On va dire labyrinthe, ça te va? Team America. Hein? Team America. Dark Crystal. Dark Crystal, non, il n'y a pas d'animatronique dans Dark Crystal. E.T., oui, parfait. Parfait, E.T. Même si Spielberg avait cédé à George Lucas pour tout enlever et refaire ça en synthèse en 2002. Oh mon Dieu. Je sais pas si vous avez déjà vu la version 2002 de E.T. Vous la voyez pas, ne la regardez jamais. En fait, la créature a été entièrement effacée et c'est que de la synthèse à la place. Et aussi, il n'y a plus de fusil, il y a des tranquillisants, ils ont carrément les mains, je sais plus. C'est les Tokiwoki, c'est ça. Oh putain. Ça va être des Tokiwoki, ça doit être ça. Enfin, depuis il a désavoué cette version-là, genre de choses. Mais voilà, Jurassic World, je pense en tout cas que ça a été changé au fur et à mesure et autres, et que le film peut-être être un miracle en fait pour la version qu'on a eue. C'est un mash-up de plein de choses qui auraient dû apparaître et finalement ils ont sorti ça comme ça. Ça a marché apparemment, qui a fait 1,5 milliard de dollars de recettes. Et chier. Est-ce qu'il va faire des suites maintenant qui sont encore pires que Jurassic Park 3? Il y a des gens qui aiment Jurassic Park 3 ici? Non? Tu aimes bien Jurassic Park 3? Mais viens, bring it on, bitch! Bring it on! Allô? Déjà, il y a un. Je dirais que ça se fait défoncer quoi. Et ça, c'est un bon plan. Non! Regarde les fanboys là! Regarde, il va s'énerver. Non, mais les tyrannosaures, c'est marrant 2 secondes, mais. C'était enlevé en tant que menace. Tu peux pas faire 3 films, bah, c'est comme. Tu prends les 3 premiers aliens, les 4 premiers. Le premier, t'as une bestiole, c'est bien, ça va faire un film clos. Après, dès le second, t'es obligé d'en rajouter parce que, en tant que antagoniste, ouais, exactement comme menace, ça trouve ses limites parce que c'est clairement démontré que tu peux le tuer, puis c'est de la surenchère,
Dans le 2 de Jurassic Park, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il foutait dans le 2? La famille T-Rex. Bah voilà, la famille T-Rex, ils rajoutent le T-Rex. Et après, à moins de faire une armée de T-Rex de mutant en rajoutant des robots laser ninja sur le dos, ce qui pourrait pas être une mauvaise idée pour Jurassic Park 2, je pense. Bah, faut trouver un truc plus gros qu'un T-Rex, et là, ouais, c'est bien ce dinosaure. Tu as quel âge? J'ai 14 ans et... Est-ce que tu as vu ce film quand tu étais petit, je veux dire? Il est sorti en 2001, c'est pour ça, donc... Oui, 2001. Donc, est-ce que tu l'as vu récemment? Ah, pas depuis 2001, quoi. Ok, bon voilà. J'ai juste ça à dire, en fait, bon, voilà. Je vais te détruire ton enfance. Tu n'arriveras pas. Je fais un clin d'œil à Komodo Super Marrant qui est dans la salle, qui fait des trucs super. Allez le voir. Une autre question. Monsieur Bolchegeek, levez-vous, mon ami. Venez me voir. Parce que ce micro n'est pas sans fil, c'est un peu délicat. Venez. Regardez ce magnifique t-shirt de Bolchegeek. Il est beau, il est magnifique. Le mec, il fait la promo, l'enfoiré. Oui, en fait, deux petites questions. Une toute simple sur Johnny. Il y a un film de Johnito où Johnny est l'acteur principal. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est bien? Parce que j'en entends plutôt du bien. Et ça m'a toujours paru bizarre. Mais la vraie question, c'est dans les effets spéciaux récents, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de films où il y a des très beaux effets visuels, ou en tout cas plein de bonnes idées dans des films assez mauvais, qui restent pas dans le mémoire comme étant des très beaux films. Je me demande comment ça se passe à Hollywood là-dessus. Est-ce qu'il y a des équipes de gens qui font des effets spéciaux, qui travaillent en amont, sans lien, je veux dire, avec le film, et qui essayent de vendre après ces très belles technologies, ces très beaux effets, etc., qui du coup se retrouvent dans des films qui ne sont pas toujours très bons au niveau artistique, etc. Ou est-ce que c'est juste des mecs qui essayent de rattraper la merde d'un film? Je me suis toujours posé la question de comment ces types bossaient, et beaucoup de respect du coup pour ce qu'ils arrivent à faire dans des films où c'est caché par un ensemble et une réalité. Je pense aux années 80, en fait, à l'époque, dès qu'ils avaient trouvé une technique, ils la mettaient en place dans le film. The Last Starfighter, ils avaient trouvé le moyen de faire des réflexions, de faire des vaisseaux qui étaient joliment métalliques. Mais l'équipe du film, la production a dit non, faites comme si c'était du plastique, laissez le plastique. C'est aussi pour ça que c'est aussi moche dans The Last Starfighter, et ça vieillira très mal. Ça vieillit déjà très mal, souvent. Le morphing dans Willow, c'est un truc qui existait depuis les débuts des années 80, montré à SIGGRAPH. Le changement d'un tigre vers une femme, ça a été montré 6 ans avant. Ils l'ont juste recopié, mais fait en mouvement pour Willow. L'eau dans Abyss, il venait juste de le mettre en place. Wow, ça se pète la gueule derrière moi. C'est bon. En fait, vraiment, à l'époque, ils inventaient une technique, ils la mettaient en place directement. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de studios qui n'arrivent plus à vivre, littéralement. On a cet exemple très malheureux du film L'Odyssée de Pi. Est-ce que vous l'avez vu, L'Odyssée de Pi? Et ce magnifique tigre sur cette super barque. Ce tigre, bon, voilà, vous le savez, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Et le studio qui l'a fait, Rhythm and News, qui avait fait notamment le lion dans Narnia, qui avait fait l'animation des bouches dans Babe, il y a des années de ça, qui avait fait la tête animée du chat dans Hocus Pocus de Disney, il y a autant d'années que ça aussi pareil, mais juste la tête, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas assez de puissance de calcul pour faire de la fourrure, donc ils effaçaient numériquement la tête du chat, ils frottaient ça par-dessus. Ce studio est mort. Ce studio est mort après l'Odyssée de Pi. Parce que, et ils l'ont dit pendant les Oscars, ils ont fait un speech assez émouvant qui a été coupé, parce que vous comprenez, on ne veut pas montrer la misère humaine aux Oscars, c'est retransmis en live dans toute l'Amérique. Et ce studio est mort. Ils ont mis toutes leurs ressources pour faire ce foutu tigre et tout plein de choses dans le film, et aujourd'hui il n'existe plus, parce que ça coûte extrêmement cher aujourd'hui de faire de l'image de synthèse réaliste. Et quand vous la faites réaliste en plus de ça, personne ne la voit parce qu'ils ne font pas la différence. Quand vous la faites moche, ben, tout le monde le voit. Et du coup, ils disent ah c'est moche, laisse passer. Et du coup, après vous demandez des effets spéciaux pratiques et ça donne Star Wars 7, alors qu'en fait c'est des synthèses partout, genre BB-8. Est-ce que vous avez tous vu ce gif génial avec le mec en bleu qui court et qui a le BB-8 devant lui avec deux espèces de poignées vertes? C'est très marrant. Le mec est en bleu, il avance comme ça, avec le BB-8 devant lui. Et en fait, on le verra pas comme ça dans le film, on verra juste le mec enlevé, les trucs en moins. Ou alors pire encore que ça, le BB-8 physique est enlevé complètement et il rajoute un truc en synthèse à la place.
Genre, c'est juste pour avoir des références de lumière dessus, pour faire ça à peu près correctement. Bref, ça fait peur. D'autres questions? Allez-y, viens, venez, je ne sais pas, viens, n'aie pas peur. Oh, viens. Tu aussi, tu es peroxydé. Tu es beau. Dans tes premiers épisodes, tu fais des références à des sujets que tu vas aborder par la suite. Oui. Donc, du coup, je m'étais posé la question, à quel point tu as écrit à l'avance, à quel point tu as collecté beaucoup de données, et à quel point tu as des prévisions, à quel point tu as prévu ce que tu as déjà fait, à quel point tu as des prévisions sur l'avenir de ce que tu vas faire. Quel est ton plan de route, si j'ose dire? Alors, j'ai toujours 4 épisodes de prévus en avance. Je compte, enfin, CGM durera à peu près 30 épisodes environ. Grosso modo 30 épisodes. Là actuellement j'ai le 15, vous avez vu le logo tout à l'heure, le 16 est déjà prévu, le 17 est déjà prévu, le 18 ce sera sur Abyss, le 19 ce sera sur Robocop 2. Pourquoi Robocop 2? Parce que en dehors de toute l'image par image de Phil Tippett avec le super Robocop 2 qui se fout sur la gueule avec le Robocop classique à la fin, on a le visage du tueur qui s'affiche sur un écran, qui était en fait de l'image de synthèse temps réel. En 90. Et ça, c'est une démo technique qui a juste été modifiée pour les besoins du film. Et j'ai la démo technique en question. Donc je récupère des trucs au fur et à mesure, je les mets dans un coin, je les mets dans des dossiers et autres, et je prévois au fur et à mesure. J'ai notamment un épisode qui s'appelle Disney Partie 2, qui évoquera Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, qui évoquera comment ça s'appelle, La Belle et la Bête, qui évoquera aussi Aladdin, et peut-être Le Roi Lion. Peut-être. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Notamment sur Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, qui est le premier film de Disney entièrement peint à l'ordinateur. Qui est magnifique. Enfin, si vous l'avez... Remarque, vous êtes peut-être un peu trop jeune ici. Est-ce que vous avez vu Bernard et Bianca au Pays des Kangourous? Ah, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau, on est d'accord. Il est magnifique. Ce film s'est planté au box-office, ce qui fait que Disney a arrêté de faire des suites au cinéma. Il les a sortis directement en VHS. Le Retour de Jafar, par exemple. Tout ça est prévu de longue date, ce qui fait que quand j'ai sorti mon interview de Dennis Muren, il y avait marqué à la fin « Regardez l'épisode 18 de CGM sur Abyss ». Et ça fait... Les gens se disent « Je peux cliquer dessus ». Non, mec, c'est prévu pour dans longtemps. Je voulais pas le faire comme ça, mais bon, je me suis dit, il faut un peu d'actualité sur la chaîne, donc malheureusement, je l'ai publié comme ça. Puis bon, apparemment, pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez bien aimé, j'espère. Et j'espère aussi, en fait, si tu veux, par exemple, Dennis Muren m'avait dit dans une interview que Abyss sortirait en Blu-ray 4K. J'espère que ce sera du vrai Blu-ray 4K, parce que vu ce qu'il y en a actuellement, c'est vraiment de la merde. Ça pourrait être sympa parce que vu la qualité du film et vu l'ancienneté du film, que peut-être il le ressorte en 3D, comme Terminator 2 qui sortira, je sais plus, c'est cette année de nouveau en 3D, Terminator 2, c'est l'année prochaine. Tu me confirmes que c'est cette année? Ouais. On va voir ce que ça va donner. Je pense que de toute façon ils ressortent le 2 pour tester le marché après cette merde de Terminator Genesis. Il y a des gens qui aiment bien Terminator Genesis ici? Oh mon dieu! Oh mon dieu! De quoi? Oh merde! Oh merde! Enfin voilà, je pense que ça répond à ta question pour le coup. Et j'ai une liste en fait de films qui est de environ 90-91 films que je dois évoquer en tout. Je fais des petites croix sur le petit bois. Celui-là, je vous en ai parlé. Allez, je passe à autre chose. Et j'essaie de tous les évoquer plus ou moins parce que certains, c'est de la technique redondante. Genre l'effet de métal liquide, ils l'ont foutu dans tellement de films que... Voilà, le wireframe avec oh regardez, c'est du fil de fer, c'est magnifique. Ça, ils l'ont foutu dans plein de films aussi pareil. Je pense que je vais pas en réévoquer. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que voilà, c'est du fil de fer. Je pense pas que je vais évoquer ça, mais je ferai un truc sur les films animés non Disney, genre le film des... Comment s'appelle ce film de cette série? Les Jetsons. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les Jetsons ici? Ouais. Ah, ok, bon, les plus vieux d'entre nous de toute façon. Qui est diffusé notamment sur... C'était Hanna-Barbera, je crois, à l'époque, sur France 2, un truc comme ça, je sais plus. Ah, il y a eu un film des Jetsons avec pas mal de synthèse dedans, il y a eu un truc aussi dont Moa m'avait parlé il y a pas longtemps avec un coq à Las Vegas qui se retrouve à la ferme. Non, pas celui-là. Un autre. Mais t'as aussi les 4 dinosaures et le cirque magique aussi dont je dois parler. Five le Far West aussi, dont Moa a fait une vidéo apparemment très récente, que je n'ai pas encore pu voir. Mais ouais, il y a plein de choses à dire sur tous ces films-là. Mais tout est prévu à l'avance. Tout est prévu. Tout est lié. Tout est lié, absolument. Vas-y.
5 minutes. Bon, ce sera peut-être la dernière question, c'est ça. Alors, du coup, je connais un attaché à Ah, c'est parfait, c'est parfait. Alors, c'est une question un peu bateau, Oui. un peu générale, Ouais. mais du coup, j'aimerais bien t'entendre sur la question justement de l'image de synthèse et sa place dans le cinéma. Ah, C'est-à-dire au niveau esthétique. Mhm. Prends l'exemple de Mad Max, le dernier Fury Road, où il y a très peu d'effets spéciaux. L'idée a été de faire tout. Non, continue. qu'on se comprenne bien. Les effets spéciaux sont très larges, que ce soit de l'étalonnage ou quoi que ce soit. Donc Oui, même, oui, oui, oui. même le bras de Fury Road, bon, quoi que ce Ouais, soit. ouais, oui. par exemple. Voilà, abus de langage. Hein. Ok, merci. Mais il y a cette volonté de faire pour de vrai, de défoncer un camion pour du vrai. Oui. Et c'est une tendance qu'on retrouve de films de Carpenter, le premier, aurait peut-être, non, c'est beaucoup trop tôt je crois, peut-être pu faire des effets spéciaux, enfin des VFX. Non, Attends, parce que tu parles de Carpenter là, donc. Ouais, le premier Carpenter. Bon, qu'importe. Parce que c'est pas Carpenter qui a fait Mad Max. Ça. Non, Parce là, que je là, reviens sur deux films. Mais, ah, ok, d'accord, pardon, ok. c'était un exemple D'accord. parmi tant Ok. d'autres. Mais voilà, j'aimerais bien t'entendre sur cette question-là de est-ce que, enfin voilà, vu que les effets spéciaux numériques vieillissent très vite, est-ce qu'il n'y a pas une tendance du cinéma qui devrait justement peut-être aller pour faire pour de vrai, ou alors est-ce que la synthèse est salutaire? Voilà, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, sur ces questions-là. Ok. C'est une très bonne question. Et j'ai fait une petite conférence là-dessus à Lyon il y a 2 semaines, justement. Donc je vais pouvoir te répondre avec précision. On va parler de Mad Max déjà pour commencer. Mad Max a énormément d'images de synthèse. Il suffit de voir un VFX Breakdown avec tout ce qu'ils ont fait dedans. Enfin, ok, il y a le guitariste avec cette magnifique gerbe de feu qui sort, c'est du vrai. Mais enfin, il y a tellement de plans truqués dans ce film que tu en deviens malade. Et en fait, tout ce que tu dis, le retour aux effets pratiques, en pratique, en fait, c'est juste de la com. C'est juste de la foutue communication autour. Le BB-8 qui est réel, que tu vois avancer sur les plateaux de cinéma et autres, en vrai, il est en synthèse. Le Faucon Millennium construit à l'échelle 1.1, en vrai, il est en synthèse. Le X-Wing, c'est de la synthèse. Et tu le vois juste en dur au tout début de l'épisode 7 de Star Wars, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Quand je pense à Christopher Nolan qui, ok, lui il est fou par contre, par exemple, il pète un vrai avion en vol pour Dark Knight Rises, il fait retourner un semi-remorque dans une rue de, je ne sais plus, je crois que c'est Toronto, pour le tournage de The Dark Knight, il fait construire la capsule de Interstellar avec de la projection sur des toiles de façon à faire ce que les acteurs pensent qu'ils sont vraiment dans l'espace, et il va tourner un truc qui s'appelle Dunkerque là où il commence à le faire. Lui, il cherche pas mal de choses réelles. Mais tu regardes Interstellar, il y a tellement de synthèse aussi pareil que ça en devient fou. Dunkerque, il a communiqué sur le fait qu'il va chercher des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale pour faire genre on est dedans. Ok, mais tu vas jamais en trouver assez pour faire, je sais pas, Lord of War par exemple avec tous les tanks garés sur la base militaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, tout ça, c'est de la com. Parce que les gens disent « Oh, on en a marre de voir de l'image de synthèse ». En fait, pour paraphraser une super vidéo qui a été faite par Rocket Jump, Why CGI sucks, pourquoi l'image de synthèse est pourrie, alors qu'en fait, c'est pas vrai. La bonne image de synthèse, tu ne la verras jamais. Et tu as tellement d'images de synthèse, je sais pas, dans toutes les séries, Game of Thrones par exemple, est-ce que tu as déjà vu des VFX breakdown de Game of Thrones? Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui sont fausses, rien que... Oh merde. Vous avez vu Game of Thrones ici? Je peux pas. J'aimerais pas juste vous spoiler sur la mort de Joffrey, par exemple. Non? Vous connaissez? Dites-le moi tout de suite, sinon j'arrête. Hein. La mort de Joffrey, donc il se fait empoisonner, on voit un gros plan sur son visage, on voit les yeux exorbités qui sont en train de mourir, on voit qu'il y a du sang qui coule, ce genre de choses. C'est que de la synthèse. Il n'y a aucun maquillage, il n'y a rien du tout. Oui. Oui, mais ça se voit. Ça se voit sur le visage. Tu l'as pas vu? Tu vois cette technique-là, la première fois que ça a été fait, c'était dans Jurassic Park. Quand ils sont dans le faux plafond, qu'ils avancent, tu as le raptor qui attrape, qui saute et qui fait basculer un des morceaux du faux plafond. Tu as la petite fille qui se tient comme ça, et en fait, elle relevait la tête comme ça, et en fait, on voyait que c'était la doublure. Donc ils avaient surimposé le visage de l'actrice par-dessus, et c'était en 93, c'était la première fois que ça avait été fait. Et maintenant ils le font énormément. Genre, Titanic, quand ils courent alors que l'eau leur arrive derrière, c'est la doublure de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio avec leur visage surimposé par la suite. Oui.
il date de 94 de Claude. 94. Parce que j'aimerais en parler, mais c'est de date de 94. Puisqu'effectivement, Brandon Lee est mort sur le tournage. Donc oui, ils avaient fait ça à l'époque, pour le coup. Oui. Ah, parce que non, je t'entends pas du tout. Je suis désolé. Faut que tu te lèves. Faut que tu te lèves. Parce que c'est, je sais pas si le film a été vu, mais quand Bruce Lee est mort, ils font un film, le jeu de la mort, et ils ont remplacé par Hector avec un peu son visage et ça peut le faire. Oui. Bah, ils peuvent le faire, hein. Techniquement ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont bien fait une synthèse vocale de la voix de Louis de Funès pour le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père, avec l'accord des ayants droit. Et le mec est mort depuis début des années 80, ils ont fait une synthèse vocale à partir d'extraits radio de Louis de Funès pour faire ça. Enfin, j'ai pas vu le film et j'ai pas envie de le voir, mais ils ont fait ça. Ils ont fait des trucs de malade. Ouais, ok, d'accord. D'ailleurs, ce film est en train de, a plombé pas mal de choses en France, côté image de synthèse, que c'était projet en image de synthèse, parce qu'il s'est viandé monstrueusement. Côté blind, il s'est viandé monstrueusement à l'époque. Mais ouais, tout ce qui est face swap, ça ils ont bien aimé le faire. Aussi les doublures virtuelles, quand tu as comment ça s'appelle, le mec qui est sur les chiottes dans Jurassic Park, qui se fait bouffer par le T-Rex, c'est le premier double virtuel. 93. Après, t'as Batman Forever, t'as plein de choses qui ont été faites ensuite. T'as Titanic aussi, quand tu as le bateau que tu vois au fond. Le Blu-ray est abominable pour ça parce que tu vois absolument tout ce qui est mauvais. Tu vois ça aussi, le livre de la jungle aussi, qui est sorti cette année, tu vois tout. Dès que c'est un peu loin, tu vois que le Mowgli, il est en synthèse. Il est un peu bizarre, c'est le principe de l'Uncanny Valley, la vallée de l'étrange où en fait ça ressemble à de l'humain mais c'est pas vraiment de l'humain. Et tu le vois tout. Tu vois absolument tout. C'est abominable pour ça. Ouais, tu le vois aussi sur les animaux. C'est flippant. C'est fini. Tu me dis que je suis fini, que je dois rendre le micro. C'est horrible. Je n'ai pas envie de partir. Est-ce que je ferai un vote du public? Est-ce que j'ai le droit de faire un super moite-moite? Ah là là. Bon je rends l'antenne, c'est parti. Merci beaucoup de m'avoir... Merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous donne rendez-vous sur le stand de 42, si à la place, pour continuer des discussions si vous voulez continuer à discuter. Et sur la chaîne YouTube bien sûr. Voilà, merci beaucoup.